Donc, le cours d'aujourd'hui concerne la conduite à tenir devant un ictère. Alors, c'est quoi un ictère? L'ictère, c'est une coloration jaune des téguments et des muqueuses, c'est-à-dire de la peau et des muqueuses. Pourquoi le patient fait un ictère? Le patient fait un ictère quand on a une augmentation du taux de la bilirubine totale dans le sang, qui dépasse les 10 mg par litre. Alors, quels sont les intérêts de ce cours? Ce cours, il est intéressant pour plusieurs points. D'abord, il faut savoir que l'ictère est un motif qui est fréquent en consultation. Il faut savoir que l'ictère, ce n'est pas une maladie, c'est un signe physique qui est en rapport avec de nombreuses étiologies. Évidemment, le traitement et le pronostic sont en fonction de l'étiologie. Et le but justement de ce cours, c'est de vous donner des fils conducteurs, c'est-à-dire quand vous êtes en face d'un patient qui a un ictère, comment vous allez gérer ce patient pour arriver à l'étiologie, car les étiologies sont nombreuses et si on n'a pas un raisonnement, on va se perdre dans les examens complémentaires et on ne va pas aboutir à un diagnostic correct. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que cette plaque, vous avez peut-être vu cette plaque dans le cours d'exploration fonctionnelle hépatique fait par Dr Kerbouche, qui résume le métabolisme de la bilirubine. Alors, d'où vient la bilirubine? La bilirubine vient de l'hème. Et d'où vient l'hème? Au fait, il y a trois sources pour l'hème. La principale source, c'est la destruction des globules rouges quand elles deviennent séniles, donc vieilles. Au bout de 120 jours, de façon physiologique, les globules rouges sont détruits et donc ils vont libérer l'hème, elles vont libérer l'hème et la globine et cette hème va donner de la bilirubine. Donc cette source-là est responsable de 70% du taux de bilirubine. Les deux sources suivantes, donc la deuxième source, c'est la moelle, c'est l'érythropoïèse inefficace, c'est-à-dire la destruction des globules rouges avant leur maturation au niveau de la moelle osseuse. La fraction de bilirubine issue de la moelle osseuse est aux alentours de 25 à 30%. Et il faut savoir qu'il y a une troisième source, mais qui est minime, à peu près 5 à 10%, qui provient du foie. Donc, c'est l'érythropoïèse extra-hématopoïétique. Et donc, qui va donner une petite fraction de bilirubine. Alors, donc, toutes ces sources vont donner de la bilirubine et cette bilirubine, elle sera libre. Elle va donc elle sera dans le sang. Elle va être transportée grâce à l'albumine au niveau du foie. Voilà. Arrivé au niveau du foie, il y a des récepteurs, des capteurs qui vont capter cette bilirubine. Cette bilirubine libre va rentrer au niveau du foie, mais il faut qu'elle soit conjuguée. Et elle sera conjuguée grâce à une enzyme très importante qu'il faut bien retenir parce que vous allez voir, elle va revenir plus tard dans les étiologies, etc. Surtout dans les étiologies des ictères héréditaires. Cette enzyme s'appelle la glucuronyltransférase. Donc, retenez bien que la glucuronyltransférase est l'enzyme qui permet de conjuguer la bilirubine libre en bilirubine conjuguée. Une fois que la bilirubine est conjuguée, elle sera excrétée dans la bile, elle va passer dans les intestins. Au niveau de l'intestin, elle va suivre, si vous voulez, 3 voies. Une très bonne partie va être reprise par le foie. C'est ce qu'on appelle le cycle entéro-hépatique. Ça permet de reconstituer, si vous voulez, le pool de la bilirubine, c'est-à-dire le réservoir hépatique de la bilirubine. Une partie de la bilirubine qui est au niveau de l'intestin va passer dans les selles sous forme d'urobilinogène stercoral. C'est grâce à ce métabolite que si vous voulez, que les selles ont une coloration marron. Et c'est pour ça, dans les obstacles des voies biliaires, etc., le patient vous dit que mes selles sont devenues blanchâtres parce qu'il n'y a pas ce métabolisme dans les selles.
et une petite partie va passer dans les urines. À l'état normal, il y a un équilibre entre la destruction des globules rouges, c'est-à-dire l'hémolyse physiologique, et la conjugaison de la bilirubine. Il y a un équilibre de façon que le taux normal de bilirubine dans le sang ne dépasse pas les 10 mg par litre. Quand cet équilibre est rompu, soit parce qu'il y a une hyperhémolyse importante, soit parce qu'il y a un défaut, un problème dans la conjugaison, cet équilibre est rompu et on a donc une hyperbilirubinémie, soit libre, soit conjuguée, en fonction de l'anomalie concernée. Alors, maintenant, vous êtes en consultation, vous recevez un patient qui a un ictère. Il vient vous voir. Comment vous allez gérer ce patient? D'abord, il faut reconnaître l'ictère. Est-ce que le patient il va vous dire, voilà docteur, j'ai constaté depuis quelques jours, depuis quelques mois, que mes yeux sont devenus jaunes, que ma peau est devenue jaune. Est-ce que réellement c'est un ictère? Il y a des cas qui sont faciles et les cas faciles, c'est quand l'ictère il est évident. Soit l'ictère il est au niveau conjonctival, soit il est au niveau de la peau, mais il est évident. Il faut juste savoir que quand on examine le patient, quand on cherche un ictère, il faut le faire dans une chambre bien éclairée, de préférence à la lumière du jour. Si la chambre elle est sombre, si vous le faites la nuit, dans l'obscurité, etc., vous ne pouvez pas constater l'ictère. Il faut savoir aussi que l'ictère apparaît d'abord au niveau des conjonctives, et ensuite au niveau cutané. Et on parle d'un subictère ou d'un ictère conjonctival quand le taux de bilirubine dépasse les 17,5 mg par litre et l'ictère devient franc, donc cutanéo-muqueux, quand le taux de bilirubine dépasse les 30 mg par litre. Les cas difficiles, c'est quand l'ictère est discret. Quand le taux de bilirubine n'est pas très important, l'ictère il est discret, on a du mal à l'identifier. Quand le patient a en plus de l'ictère une anémie, par exemple dans les anémies hémolytiques, il y a une anémie et vous savez que l'anémie donne de la pâleur, donc c'est très difficile parfois de faire la part des choses entre ictère et pâleur. Et chez certains patients, certains plutôt ethnies particulières comme les Africains, ou les Asiatiques, ils ont une coloration de la peau particulière, donc ça peut masquer l'ictère. Dans ces cas-là, on fait le diagnostic grâce au dosage du taux de la bilirubine totale dans le sang. Donc, les messages qu'il faudra retenir, il faudra ne pas confondre plutôt ictère et pâleur. Une fois qu'on a confirmé l'ictère, il faut qu'on recherche l'étiologie. Pour cela, c'est très important, dans un premier temps, de bien interroger le patient, de faire un interrogatoire minutieux et de bien examiner le patient afin d'avoir un fil conducteur. Donc, à l'interrogatoire, on va d'abord voir si le patient, par exemple, a une profession exposée. Par exemple, nous, les personnels soignants, on peut être exposé au virus de l'hépatite B, la A, la B, la C, etc. Donc, ça peut être un fil conducteur. Les personnes qui travaillent dans de l'industrie, qui sont donc confrontées à des toxiques aussi, peuvent faire des ictères. On va poser un certain nombre de questions aux patients. Par exemple, est-ce que vous avez un antécédent de lithiase de la vésicule biliaire? Si le patient me dit oui, j'ai un passé de lithiase vésiculaire, donc le premier diagnostic auquel je vais penser, c'est un obstacle sur la voie biliaire. Donc une lithiase sur la voie biliaire, et donc je vais orienter mes examens complémentaires plutôt dans ce sens-là, en faisant une bili-IRM pour objectiver l'obstacle. Si par exemple le patient me dit j'ai une bêta-thalassémie, donc il s'agit d'un ictère hémolytique et donc je fais les examens concernant cette pathologie-là. Donc vous voyez, grâce à l'interrogatoire déjà, je commence à m'orienter vers telle ou telle pathologie. Toujours dans l'interrogatoire, je vais chercher des antécédents familiaux. Si le patient me dit que mon frère, ma sœur
oui, en un ictère qui évolue depuis l'enfance. Donc là, je vais me diriger plutôt vers les ictères héréditaires, un Gilbert, un Glieder-Najar, un syndrome de Rotor, etc., qu'on va voir tout à l'heure. Voilà, si par exemple le patient me dit je suis suivi pour une cirrhose et qui fait de l'ictère, attention, je vais penser à la décompensation de la cirrhose qui à ce moment-là un facteur péjoratif. Je vais poser des questions concernant le caractère de l'ictère. Est-ce que c'est un ictère qui est ancien? Est-ce que c'est un ictère qui est récent? Un ictère ancien, on s'oriente plus vers les pathologies donc bénignes, vers les ictères héréditaires, etc. Est-ce que cet ictère s'accompagne de d'autres signes? Par exemple, si le patient me dit docteur, je fais de la douleur, de la fièvre et de l'ictère, en même pas 72 heures, hop, il s'agit d'une angiocolite, donc il y a un obstacle sur les voies biliaires. Voilà. Par exemple, s'il me dit, voilà, depuis quelques jours, je constate que mes selles sont devenues blanchâtres, que mes urines sont foncées, il s'agit d'un ictère aussi obstructif. S'il me dit, docteur, mes urines sont devenues très rouges, un rouge porto, je m'oriente plutôt vers l'hémolyse. Donc, vous voyez, grâce déjà à l'interrogatoire, on s'oriente vers telle ou telle pathologie. Ensuite, on va examiner le patient. Donc, l'examen, c'est de la tête aux pieds. Donc, on va constater déjà l'ictère. On va examiner la peau pour rechercher s'il y a des lésions de grattage. Les lésions de grattage sont en rapport avec le prurite, donc une démangeaison. Le prurite est un signe qui oriente vers une obstruction des voies biliaires. Je vais examiner le patient, je vais chercher s'il y a une hépatomégalie. Les caractéristiques de cette hépatomégalie sont très importantes. Par exemple, si je palpe l'hépatomégalie, je trouve que le foie est dur, je m'oriente plutôt vers les causes tumorales. Si je palpe le bord inférieur du foie et je le trouve mousse, je m'oriente plutôt vers les cholestases. Si je palpe un bord inférieur tranchant, je m'oriente plutôt vers la cirrhose. Je vais chercher des signes d'hypertension portale, une rate, une circulation veineuse collatérale, vous avez ici l'image, de l'acide, ça nous va m'orienter plutôt vers donc une cirrhose. Si je palpe une vésicule, donc une grosse vésicule, ça s'appelle la loi de Courvoisier-Terrier, on va revenir tout à l'heure dans les étiologies, ça nous oriente, je pense que vous le savez, vers un cancer du pancréas. Et bien sûr, je termine mon examen en examinant toutes les chaînes ganglionnaires, surtout le ganglion de Troisier, donc qui oriente plus vers un cancer gastrique, un cancer pancréatique, etc. Une fois que j'ai terminé avec l'interrogatoire et avec l'examen clinique, je vais demander des examens complémentaires. Première chose qu'il faudra absolument que je fasse, c'est qu'il faut que je sache c'est quoi le type de cet ictère. Est-ce que c'est un ictère à bilirubine libre ou c'est un ictère à bilirubine conjuguée? Ce n'est pas du tout les mêmes chapitres. L'ictère à bilirubine libre, le plus gros chapitre, c'est l'hématologie, c'est l'hémolyse. Et après, on a un petit pourcentage de maladies de Gilbert ou d'ictères héréditaires. Mais le plus gros paquet, c'est l'hémolyse. On va revenir tout à l'heure dans les étiologies. Si c'est donc si c'est un ictère à bilirubine libre, donc je vais demander une formule pour chercher l'anémie, je vais demander un frottis sanguin, je vais faire une moelle osseuse, faire un test de Coombs pour voir si c'est une anémie hémolytique, test de Coombs positif ou négatif, les étiologies ne sont pas les mêmes. Il y a des dosages enzymatiques particuliers. Voilà. Si maintenant l'ictère est à bilirubine conjuguée, donc il s'agit d'une cholestase. Est-ce que c'est une cholestase extra-hépatique, donc ça touche les voies biliaires extra-hépatiques, ou c'est une cholestase intra-hépatique? Pour faire la part des choses, il faudra demander un examen simple qui est disponible partout, l'échographie. Et qu'est-ce que je vais demander au radiologue? Je vais lui dire de m'explorer les voies biliaires pour rechercher une dilatation. S'il y a une dilatation des voies biliaires, donc c'est une cholestase extra-hépatique. Cholestase extra-hépatique, ça veut dire qu'il y a un obstacle sur les voies biliaires. Le meilleur examen qui va me permettre d'explorer les voies biliaires, c'est une cholangio-IRM ou une
IRM. Exceptionnellement, je vais faire appel à une CPRE, mais sachez que la CPRE n'est plus pratiquée maintenant à visée diagnostique. Pourquoi? Parce qu'il y a des effets, des complications, comme par exemple la pancréatite aiguë qui peut être sévère et donc on peut perdre le patient. Donc la CPRE est réservée quand on va associer un traitement endoscopique. Et donc, retenez comme message que pour explorer les voies biliaires, le meilleur examen, c'est la bile-IRM. Dans certains cas, quand la bile-IRM n'est pas concluante, etc., on peut faire appel à une écho-endoscopie. Maintenant, le radiologue me dit qu'à l'échographie, qu'il n'y a pas de dilatation des voies biliaires, donc il s'agit d'une cholestase intra-hépatique. Là, c'est soit un problème sur les voies biliaires intra-hépatiques, où il y a un problème hépatocytaire. Dans ce cas-là, donc je vais faire, tout ça on va revenir un peu dans les étiologies, mais là je suis en train de vous donner les fils conducteurs à suivre. Je vais faire le bilan de l'hépatopathie, donc je vais rechercher en fonction des fils conducteurs, soit je vais chercher les virus, le bilan d'auto-immunité. Je peux aussi faire une bile-IRM et souvent, je complète mes explorations par une biopsie hépatique. Voilà, donc on arrive pour les étiologies de l'ictère. Donc, on va d'abord voir les étiologies des ictères à bilirubine libre et dans un second temps, les ictères à bilirubine conjuguée. Pour les ictères à bilirubine libre, je suis en conférence. Pour les ictères à bilirubine libre, l'anomalie peut siéger à 3 niveaux. Soit il y a une hémolyse importante, donc une destruction importante des globules rouges. Donc, ça peut donner une bilirubine libre dans le sang élevé. Soit l'anomalie siège au niveau de la captation de la bilirubine. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit, quand la bilirubine est transportée par l'albumine, elle va aller au niveau du foie et elle sera captée au niveau du foie grâce à des récepteurs particuliers. Là, il y a une défaillance de ces récepteurs, donc la bilirubine n'est pas captée au niveau du foie. Soit l'anomalie, la bilirubine rentre dans l'hépatocyte, mais elle n'est pas conjuguée. Elle n'est pas conjuguée parce qu'il y a un problème avec l'enzyme qui conjugue la bilirubine. Rappelez-vous tout à l'heure, cette enzyme s'appelle la glucuronyltransférase. Donc, soit cette enzyme n'existe pas, soit elle est diminuée et donc la bilirubine n'est pas conjuguée. D'abord, donc, la première partie, c'est une hémolyse importante. Donc, c'est des ictères hémolytiques. Comment on peut poser le diagnostic d'un ictère hémolytique? Donc, on a un taux de bilirubine libre élevé. Et deuxièmement, chose importante et obligatoire et constante, c'est qu'on a une anémie qui est régénérative. Ça veut dire quoi, anémie régénérative? Ça veut dire que le taux des réticulocytes est supérieur à 120 000. Les ictères hémolytiques peuvent être en rapport avec deux grands chapitres, hémolyse chronique ou hémolyse aiguë. Hémolyse chronique, c'est très facile de reconnaître ça. Il y a une triade qui est caractéristique, c'est pâleur, ictère, splénomégalie. Il faut savoir que dans ce cas-là, il n'y a pas de prurite parce qu'il n'y a pas d'obstacle sur les voies biliaires. C'est pour ça qu'il n'y a pas de prurite. Les selles et les urines sont de coloration normale parce qu'il n'y a pas d'obstacle sur les voies biliaires. L'hémolyse aiguë, le tableau il est donc aigu, donc on peut avoir des douleurs abdominales, on peut avoir des douleurs osseuses et surtout on peut avoir des urines très rouges. On appelle ça rouge pourto. Alors, les étiologies de tout ça, en fait, c'est pratiquement tout le module de l'hémato. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste vous les classer. Donc, les anémies hémolytiques. Les anémies hémolytiques peuvent être globulaires. Donc, c'est surtout les drépanocytoses, les bêta-thalassémies, les déficits en G6PD, etc. Et elle peut être extraglobulaire. Donc, n'est pas en rapport avec le globule rouge. Elle peut être d'origine auto-immune, comme les allo-immunisations, les iso-immunisations, les immunoallergiques, etc. Ou non immunologique,
Elle peut être mécanique, elle peut être infectieuse, toxique. Vous allez voir tout ça en détail quand vous allez voir, vous allez faire votre module d'hématologie. Elle peut être aussi les autres causes d'ictère hémolytique. On peut avoir un ictère post-transfusionnel. On peut avoir un ictère quand, par exemple, on a un hématome. Et quand l'hématome se résorbe, il y a lyse du sang. Et donc, on peut avoir une bilirubine donc élevée, libre élevée. Et dans les 10 érythropoïèses. Pardon, voilà, merci. Deuxième, on est toujours dans les ictères à bilirubine libre. Deuxième anomalie, donc anomalie de la captation de la bilirubine au niveau du foie. Et là, c'est essentiellement l'apanage des médicaments. Et les médicaments qui sont donc réputés pour donner ce genre d'anomalie, c'est surtout les antituberculeux. Et enfin, troisième partie, c'est donc une réduction de la conjugaison. C'est essentiellement les ictères héréditaires. La plus grosse, si vous voulez, fraction, c'est la maladie de Gilbert. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. C'est un ictère qui est fréquent. Il faut savoir que c'est un ictère qui est bénin, pronostic excellent. La seule anomalie qu'on peut avoir, c'est une augmentation de la bilirubine totale dans le sang. L'ictère, il est uniquement conjonctival, il n'est jamais cutané. Le taux de bilirubine totale ne dépasse pas les 50 mg par litre. Tout le reste du bilan est négatif. Il n'y a pas d'anémie, c'est très important. S'il y a une anémie, il faudra chercher pourquoi il y a une anémie. Il n'y a pas d'anémie. Il n'y a pas le bilan hépatique. Le bilan hépatique est normal. Pas de cytolyse, pas de syndrome de cholestase, l'échographie normale, les voies biliaires ne sont pas dilatées. Et au fait, cet ictère, il survient plutôt chez les sujets jeunes, dans des circonstances particulières, quand le sujet est fatigué, parce qu'il a fait un effort. Par exemple, les jeunes qui font un sport, un footing par exemple, le soir ou le lendemain, il va constater que ses yeux sont devenus jaunes. Quand il y a le ramadan par exemple, une période de jeûne, quand il y a une infection, donc cet ictère fonce et il disparaît de façon spontanée, ça ne nécessite pas de traitement. Et cet ictère est en rapport avec un déficit de cette enzyme donc, qui permet la conjugaison de la glucuronyltransférase. Donc, c'est un déficit qui est partiel. Donc, on a toujours de la glucuronyltransférase, mais elle est réduite en quantité. Deuxième type d'ictère héréditaire, c'est la maladie de Grigler-Najjar. C'est très, 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 très rare. Ça survient pratiquement à la naissance chez le nouveau-né. On le classe en deux types. Le type A, c'est donc un déficit total. Il n'y a pas du tout de glucuronyltransférase. Il faut savoir que c'est incompatible avec la vie, très mauvais pronostic. En général, les bébés meurent. Ils font des complications donc, neurologiques. Et le type 2, là, il y a un tout petit peu de glucuronyltransférase, donc elle est effondrée. Le pronostic est un peu mieux que celui de Grigler, que le type A. Donc, on a fini avec le chapitre des ictères à bilirubine libre et on va passer aux ictères à bilirubine conjuguée. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit deux grands chapitres, cholestase extrahépatique, cholestase intrahépatique. On va commencer par cholestase extrahépatique. Rappelez-vous, je vous ai dit cholestase extrahépatique, ça veut dire qu'il y a un obstacle sur les voies biliaires. Alors, quels sont les obstacles qu'on peut rencontrer sur les voies biliaires? L'étiologie la plus fréquente, si vous voulez, c'est l'ilithiase. C'est l'obstruction de la voie biliaire principale par des calculs. Ça peut être un calcul, un gros calcul ou plusieurs calculs. Donc, ce qu'on appelle un empierrement cholédocien. Alors, comment on s'oriente vers un obstacle lithiasique? Déjà, dans les antécédents, le patient va vous dire j'ai des antécédents de lithiase vésiculaire. Donc, la lithiase vésiculaire peut migrer au niveau de la voie biliaire et bloquer le passage de la bile. Il peut vous dire aussi, docteur, j'ai enlevé ma vésicule il y a quelques années, ça peut être même 10 ans, 20 ans. Donc, ça serait une lithiase résiduelle. Cliniquement, le patient, souvent, il vient vous voir parce qu'il a fait un tableau d'angiocolite. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit angiocolite, ça veut dire
douleur, fièvre, ictère en moins de 72 heures. Pour avancer dans le diagnostic, donc on va demander un bilan biologique et particulièrement un bilan hépatique qui va montrer un syndrome de cholestase. C'est quoi le syndrome de cholestase? Augmentation des phosphatases alcalines, augmentation des gamma-GT. On peut avoir même un TP bas par déficit en vitamine K. Ça, je pense qu'il vous l'a bien expliqué, le docteur Kerbouche, quand il vous a fait exploration fonctionnelle hépatique. Souvent, on peut avoir une hyperleucocytose parce qu'il y a de l'infection, la bile, elle va stagner, elle sera infectée et donc on aura une infection et ça va se traduire par une hyperleucocytose. Pour faire le diagnostic, déjà, on fait une échographie pour voir la dilatation des voies biliaires, mais l'échographie, en général, ne permet pas de voir le type d'obstacle et on complète par une bili-IRM qui, elle, va mettre en évidence un ou deux ou plusieurs calculs qui bloquent le passage au niveau de la voie biliaire principale. Le traitement est très simple, c'est un traitement endoscopique. Donc, on va aller par voie endoscopique, CPRE donc, couper au niveau du sphincter d'Oddi et faire entrer des sentes spéciales et ramener donc les calculs. Cette technique est disponible en Algérie et ça marche très bien. Donc, on a vu, on est toujours dans cholestase extra-hépatique. On a vu les obstacles lithiasiques. Maintenant, les obstacles néoplasiques. Les obstacles néoplasiques, donc c'est des cancers des voies biliaires. En fonction du siège de la tumeur, l'appellation du cancer change. Si la tumeur siège au niveau de l'ampoule de Vater, ça s'appelle un ampulome. Alors, c'est quoi les symptômes? Le patient peut venir vous voir parce qu'il a mal, parce qu'il a un prurite, parce qu'il fait un tableau d'angiocolite, parce qu'il y a une altération de l'état général avec un amaigrissement, parce qu'il fait un méléna, parce que il faut savoir que l'ampulome, c'est une tumeur qui saigne beaucoup. Soit il fait un méléna ou une hématémèse et donc l'hémorragie elle est extériorisée, il fait une anémie inexpliquée et donc quand on explore, on trouve cette tumeur. Deuxième type de cancer des voies biliaires, c'est le cholangiocarcinome. On parle de cholangiocarcinome quand la tumeur siège au niveau du cholédoque, donc de la voie biliaire principale. Les symptômes, c'est pratiquement pareil, de l'ictère, on peut avoir de l'angiocolite, une altération de l'état général. Et troisième type de cancer des voies biliaires, c'est le cancer du île hépatique, c'est ce qu'on appelle la tumeur de Klatskin. Donc c'est au niveau du île, donc un peu plus haut. Ici, il faut savoir que ici, il y a uniquement, comme la tumeur elle est haut située, on va avoir qu'une dilatation des voies biliaires intrahépatiques. Et comment on va explorer, comment on peut aboutir à tous ces examens? Donc on commence par faire une bili-IRM qui va montrer une sténose des voies biliaires. Et surtout, il faut faire un cytobrossage. Donc on va rentrer par voie endoscopique, par CPRE, et on va donc faire un brossage au niveau de la voie biliaire, amener donc des cellules et faire une étude anatomopathologique pour confirmer donc ce type de cancer. On reste toujours dans les cholestases extrahépatiques. Je récapitule, on a vu les obstacles lithiasiques, les cancers des voies biliaires. On peut avoir donc une cholestase extrahépatique suite à une compression des voies biliaires extrahépatiques. Le diagnostic le plus important, c'est le cancer de la tête du pancréas. Vous savez que la tête du pancréas elle est vraiment en contact intime avec le duodénum et aussi avec la voie biliaire principale. Quand on a une tumeur de la tête du pancréas, la tête du pancréas augmente de taille, elle va comprimer donc la voie biliaire principale et donc on a une gêne au passage de la bile et donc on a une hyperbilirubinémie et donc de l'ictère. Alors, le terrain, donc c'est un homme, plus de 40 ans, un ictère qui est d'installation plutôt progressive, mais qui s'aggrave dans le temps. Élément important, c'est une altération importante de l'état général,
On a des signes de cholestase, donc un prurit, des selles décolorées, des urines foncées. On peut avoir un diabète récent ou un diabète qui devient donc déséquilibré. Et quand on examine le patient, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, on va donc palper une vésicule. Normalement, on ne palpe pas à l'état normal la vésicule. On palpe une grosse vésicule. Ça s'appelle la loi de Courvoisier-Terrier. Les examens complémentaires, donc biologiquement, on sera un syndrome de cholestase. Les marqueurs tumoraux peuvent être augmentés, donc le CA19-9, et c'est l'imagerie qui permettra de faire le diagnostic et on peut être amené à faire une biopsie de la tumeur s'il y a un projet thérapeutique. Deuxième pathologie qui peut comprimer les voies biliaires extra-hépatiques, la pancréatite chronique. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le cours ou pas. La pancréatite chronique, vous savez que la pancréatite chronique, c'est une inflammation de la glande pancréatique. Et quand il y a une inflammation de la glande pancréatique, le pancréas augmente de taille. Il peut comprimer la voie biliaire principale et peut donner, donc, comme pour le cancer du pancréas, peut donner donc un ictère. Il faut savoir aussi que même dans la pancréatite chronique, on peut avoir une altération d'état général et donc ça peut prêter confusion avec le cancer de la tête du pancréas parce que le patient il a tellement mal qu'il évite de manger parce qu'à chaque fois qu'il mange, la douleur se déclenche, donc il va éviter de manger, il va maigrir, il va s'altérer. Voilà. Dans ce cas, donc c'est grâce à l'imagerie qu'on peut faire le diagnostic, le scanner, un très bon examen pour mettre en évidence une pancréatite chronique. Vous aurez tous les détails, je ne pourrais pas tout détailler, vous aurez tous les détails quand vous allez faire votre cours sur la pancréatite chronique. Autres pathologies qui peuvent comprimer les voies biliaires et qui peuvent donc donner une compression de la voie biliaire principale, c'est des adénopathies, soit des adénopathies métastatiques d'un cancer de voisinage, soit des adénopathies bénignes parce que le patient fait un lymphome, parce que le patient fait une tuberculose de voisinage, parce que le patient fait une sarcoïdose. Donc, on peut avoir des adénopathies importantes qui peuvent comprimer la voie biliaire et donc gêner le passage de la bile et donc entraîner un ictère. On peut avoir aussi un cancer de l'estomac, un voluminocancer de l'estomac ou du duodénum qui peut comprimer la voie biliaire et qui peut être donc à l'origine d'un ictère. On reste toujours dans les cholestases extra-hépatiques. Donc, pour récapituler, pour que vous restez, donc, vous suivez le cours. Donc, obstacle lithiasique, cancer des voies biliaires, compression des voies biliaires extra-hépatiques, cancer du pancréas, pancréatite chronique, adénopathie, etc. Il y a aussi d'autres étiologies qui peuvent comprimer les voies biliaires, non, qui peuvent, pardon, être à l'origine d'un ictère, donc un obstacle dans les voies biliaires. On va avoir des sténoses bénignes, des sténoses en rapport avec une chirurgie donc sur les voies biliaires, par exemple un patient qui fait une cholécystectomie, et le chirurgien peut blesser donc une voie biliaire, la voie biliaire principale ou une voie biliaire extra hépatique et qui va donner une sténose et qui sera à l'origine de l'ictère. Post-radiothérapie, post-chimiothérapie, post-ischémique. On peut avoir aussi une cholangite sclérosante. C'est quoi une cholangite sclérosante? C'est une inflammation des voies biliaires. Elle peut être primitive. La cholangite biliaire primitive, je vais revenir tout à l'heure dans le chapitre cholestase intrahépatique. Et on peut avoir aussi une cholangite sclérosante secondaire. Par exemple, le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est un patient qui a une kyste hydatique. Vous savez que les chirurgiens, quand ils opèrent, ils mettent du formol et ce formol peut brûler les voies biliaires et peut donc donner une cholangite sclérosante. Les parasitoses, par exemple, on peut avoir une parasitose qui va se trouver au niveau de la voie biliaire principale et boucher la voie biliaire principale. On a eu un cas comme ça, c'était une jeune fille de Tizi Ouzou, je me rappelle, qui avait donc une douve au niveau de la voie biliaire principale.
Bonjour, on revient dans 2-3 minutes, hein. Enfin, désolé, on a une coupure d'Internet, donc on reprend. On reprend. Vous voyez bien là? Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous voyez? D'accord, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. On a eu assez de oui. Très bien, merci. Voilà. Merci, désolé. Donc, on reprend. Donc, on s'est arrêté au chapitre cholestase intrahépatique. Alors, les étiologies les plus fréquentes, c'est les hépatites aiguës. Vous avez fait le cours avec M. Debzi, je pense, il y a 10 jours ou une semaine. Donc, il vous a bien expliqué qu'on parle d'hépatite aiguë quand le taux de transaminase dépasse les 10 fois la normale. Donc, ça s'appelle une cytolyse importante qui dépasse les 10 fois la normale. Il vous a bien expliqué qu'il peut s'agir d'une hépatite virale, donc les virus connus, c'est le virus de l'hépatite A, B, C, D, E, etc. Je ne sais pas si vous a parlé de l'hépatite auto-immune, mais je vais revenir tout à l'heure. Les hépatites alcooliques, des fois, c'est très difficile chez nous de faire le diagnostic parce que ça reste quand même un sujet tabou. Donc, les malades ne déclarent pas la consommation d'alcool, mais sachez qu'on peut avoir des indices qui peuvent nous orienter vers une consommation d'alcool importante. Par exemple, à la biologie, on peut avoir un VGM élevé, donc une macrocytose sans anémie. On peut avoir une élévation des transaminases, mais qui concerne plus les azates que les alates. On peut avoir des gamma-GT élevés. Autre étiologie des hépatites aiguës, les hépatites médicamenteuses. Là, le diagnostic, c'est un diagnostic d'élimination. Il faudra éliminer toutes les autres étiologies, les virus, l'auto-immunité, l'alcool, le Wilson, etc. et garder l'étiologie médicamenteuse en dernier. La maladie de Wilson, vous allez faire ça quand vous allez faire le cours, je pense, sur la cirrhose. Et on va vous dire que c'est une pathologie donc héréditaire. Ça touche plusieurs membres de la famille. C'est un excès de cuivre dans le sang. Donc, on a vu les hépatites aiguës. On peut avoir une cholestase intrahépatique par atteinte vasculaire. Vous allez faire le cours, je pense, sur les pathologies vasculaires. Quand vous allez faire, je pense, l'HTP. Donc, comme pathologie vasculaire importante, le syndrome de Budd-Chiari. Donc, c'est quoi un syndrome de Budd-Chiari? C'est quand on a une obstruction d'au moins 2 veines sus-hépatiques. Donc, quand on a un syndrome de Budd-Chiari aigu, on peut avoir un ictère. Le diagnostic, il est en général facile à faire. Un bon échodoppler hépatique qui va montrer donc une thrombose au niveau d'au moins 2 veines sus-hépatiques. On peut avoir aussi une atteinte vasculaire qui peut donner de l'ictère quand on a une thrombose de l'artère hépatique. Alors, voilà. Donc, on a vu les hépatites aiguës, les atteintes vasculaires, les hépatopathies dysimmunitaires. Il y en a 3 essentiellement. Les hépatites auto-immunes, la cholangite biliaire primitive. Ici, c'est écrit cirrhose, c'est une ancienne appellation. On n'appelle plus cirrhose biliaire primitive, on l'appelle cholangite biliaire primitive. Pourquoi on l'appelle plus cirrhose biliaire primitive? Parce qu'au fait, on s'est rendu compte qu'on fait un diagnostic le plus souvent à un stade précoce,
avant d'arriver à la cirrhose. Et donc, ça reste aberrant d'appeler à ce moment-là d'appeler la pathologie cirrhose alors qu'il n'y a pas de cirrhose. Donc, depuis à peu près 2 ans, je crois qu'à partir de 2017, on l'appelle cholangite biliaire primitive. Je vais vous détailler un peu plus tout à l'heure. Et donc, hépatite auto-immune, cholangite biliaire primitive et cholangite sclérosante primitive et cholangite biliaire primitive. Il faut savoir que l'hépatite auto-immune touche les hépatocytes. La cholangite biliaire primitive touche les voies biliaires, les canaux biliaires de petit calibre, et la cholangite sclérosante primitive touche les canaux biliaires de gros calibre et les voies biliaires intra- et extra-hépatiques. Ce tableau résume les 3 pathologies. Alors, par exemple, pour l'HAI, ça concerne le plus souvent les femmes d'âge jeune. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas concerner les hommes et les femmes âgées, mais le tableau le plus fréquent survient chez les femmes jeunes. Cliniquement, donc on peut avoir de l'ictère, on peut avoir des douleurs articulaires, on peut avoir des atteintes cutanées. Le signe le plus fréquent, c'est le vitiligo. On peut avoir des maladies auto-immunes associées, une maladie cœliaque, une thyréoïdite d'Hashimoto, un diabète, etc. Ça, c'est un argument fort pour l'étiologie auto-immune. Sur le plan biologique, donc, on a une cytolyse, donc une élévation des transaminases qui doit dépasser les 5 fois la normale. Un autre signe important biologique, c'est l'augmentation des gamma-globulines. Une augmentation qui est significative. En général, le taux des gamma-globulines, ça diffère d'un labo à l'autre, mais en général, c'est entre 13 et 15 grammes par litre. Dans les hépatites auto-immunes, ça arrive jusqu'à 30-35 grammes par litre. Pour avancer dans le diagnostic, on va demander un bilan d'auto-immunité qui va comporter donc, la recherche d'anticorps antinucléaires, d'anticorps anti-LKM de type 1. Mais l'anticorps le plus caractéristique des hépatites auto-immunes sont les muscles lisses. Donc, si on a une suspicion d'hépatite auto-immune, on sera obligé de faire une biopsie hépatique. Elle est obligatoire dans les hépatites auto-immunes, qui va montrer des signes spécifiques qui sont donc la nécrose parcellaire. Dans d'autres bouquins ou d'autres cours, vous allez trouver la nécrose parcellaire, ou bien le pismyl nécrosis, ou bien l'hépatite d'interface. Donc, elle a plusieurs appellations. Quand l'hépatite auto-immune est un peu avancée, on peut avoir des rosettes hépatocytaires. C'est un aspect d'hépatocyte sous forme de rosette. C'est quand la HAI est a un peu avancé, donc a un peu vieilli. Et on a surtout aussi un infiltrat inflammatoire à polynucléaire, lymphoplasmocytaire. Tous ces signes vont nous orienter vers une hépatite auto-immune. Deuxième pathologie, donc hépatopathie dysimmunitaire, c'est la cholangite biliaire primitive. Donc, je vous ai dit, ça touche les canaux biliaires de petit calibre. C'est toujours les femmes, mais cette fois-ci, elles sont un peu plus âgées, donc les femmes ménopausées. Le signe le plus important, c'est le prurite, donc une démangeaison. Il est présent dans pratiquement 80% des cas. S'il est absent, ça n'élimine pas le diagnostic. Sur le plan biologique, ça va nous donner un syndrome de cholestase, essentiellement une augmentation des phosphatases alcalines. On peut avoir aussi une augmentation des gamma-GT. Comme anticorps, on va demander la recherche d'anticorps anti-mitochondrie. Il faut que ça soit des anticorps de type M2. C'est caractéristique de la cholangite biliaire primitive. Il y a aussi des anticorps anti-mitochondrie, par exemple le type M6, c'est les médicaments. Donc, si on veut chercher une cholangite biliaire pas primitive, il faut demander la recherche de type M2. Parfois, ces anticorps sont négatifs, ils sont présents dans 90% des cas. Parfois, ils sont négatifs et on peut avoir d'autres anticorps, comme les anticorps SP100 ou les anticorps GP210. Il faut savoir que la biopsie n'est pas obligatoire. Si on suit les recommandations européennes, c'est ce qu'on fait dans le service. On n'est pas obligé de faire la biopsie hépatique quand on a un syndrome de cholestase et des anticorps anti-mitochondrie positifs. Si la biopsie est faite ou si le tableau n'est pas complet, les anticorps anti-mitochondrie sont négatifs, la cholestase n'est pas claire, etc., on fait une biopsie. Et qu'est-ce qu'elle va montrer, cette biopsie? Elle va montrer une destruction des canaux biliaires. Elle va montrer
un signe important qui est la cholangite biliaire lymphocytaire non suppuratif. Et elle peut montrer aussi une néogénèse. C'est quoi la néogénèse? C'est la formation de nouveaux canaux biliaires. Dernière pathologie, j'arrive pas à... Voilà. Dernière pathologie dysimmunitaire, c'est la cholangite sclérosante primitive. Cette fois-ci, hop, non. Attendez, hop. Alors, ça ne veut pas passer. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, ça ne veut pas passer. Voilà. Voilà. Donc, cette fois-ci, c'est les hommes qui sont touchés, les hommes jeunes. Le tableau, bon, le patient, il peut venir vous voir parce qu'il fait juste un simple ictère, ou bien parce qu'il fait un tableau d'angiocolite pour récapituler ses douleurs fièvre ictère en moins de 48 heures. Si on demande un bilan biologique, on va mettre en évidence un syndrome de cholestase, donc une augmentation des phosphatases alcalines et des gamma-GT. Ici, il faut savoir qu'il n'y a pas d'anticorps, comme les deux premières pathologies. Qu'est-ce qu'on va demander? On va demander une bili-IRM qui va montrer des anomalies des voies biliaires. L'anomalie la plus fréquente, c'est petite sténose, dilatation, petite sténose, dilatation, petite sténose, dilatation. Ça va ressembler à un chapelet. C'est le collier qu'on met dans leur page. Sténose, dilatation, sténose, dilatation. Ça, c'est très caractéristique de la cholangite, de la CSP, de la cholangite sclérosante primitive. On peut aussi amener à faire une biopsie hépatique quand, par exemple, l'IRM n'est pas concluante et ça va montrer une cholangite fibreuse oblitérante. Alors, pour la cholangite sclérosante primitive, il y a 4 critères. Pour retenir le diagnostic, il y a 4 critères. Il faut 2 des 4 critères. Il faut qu'on ait 2 des 4 critères pour retenir ce diagnostic. Alors, ces critères, c'est quoi? C'est le syndrome de cholestase, donc l'augmentation des phosphatases alcalines. C'est la bili-IRM, donc pathologique, donc anomalie des voies biliaires. C'est la biopsie. Et le 4e critère, c'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Le plus souvent, c'est une RCH, mais on peut avoir aussi un Crohn. Donc, si on a 2 de ces 4 critères, on peut retenir le diagnostic tout en sachant que le critère radiologique ou histologique sont obligatoires. Un des 2 est obligatoire. Toujours dans les cholestases intra-hépatiques, des cas particuliers qui peuvent donner un ictère. Alors, je vais déplacer ça. Alors, l'ictère de la grossesse. La femme enceinte peut faire, au cours de sa grossesse, peut faire de l'ictère pour toutes les étiologies que je viens de citer. Elle peut faire une hépatite B, une hépatite C, elle peut faire une lithiase, elle peut faire un cancer. Mais il faut savoir qu'il y a des pathologies qui sont propres à la grossesse, essentiellement 2. La cholestase gravidique. La cholestase, c'est des anomalies génétiques. Il y a la cholestase gravidique, ça survient au 2e ou au 3e trimestre. Alors la femme, au bout de 2e, 3e trimestre, elle va venir vous dire, docteur, je commence à gratter. L'ictère, il faut savoir que dans ce cas-là, il reste quand même rare. Le bilan biologique, il va donner une cytolyse importante, un syndrome de cholestase. Il faut savoir que le traitement, c'est l'acide urso-désoxycholique. Le pronostic de la maman est très bon. Le pronostic du bébé, en général, il est bon. On peut avoir un prématuré, un petit poids de naissance, mais en général, c'est un bon pronostic. Et une fois que la femme elle a accouché, tous ces plaies, ces anomalies vont disparaître. La 2e pathologie spécifique de la grossesse, c'est la stéatose aiguë gravidique. Là, par contre, c'est une urgence. Donc, c'est une urgence hépatique et gynécologique. Donc, surtout gynécologique.
alors, comment ça se traduit? Ça se traduit par, on peut avoir un syndrome de prééclampsie, de l'hypertension, de l'hypertension artérielle, on peut avoir de l'ictère, une thrombopénie, un syndrome de cytolyse, un TP qui chute, etc. Et il faudra absolument extraire le bébé pour sauver la maman. Parce que si on fait pas, on ne déclenche pas l'accouchement, le décès est pratiquement constant. Comme cas particulier aussi, on peut avoir un ictère post-opératoire, suite à une infection bactérienne, suite à une hépatite médicamenteuse. Par exemple, quand on fait une anesthésie générale, on utilise de l'allotane, on peut avoir une hépatite médicamenteuse. Autre chose, on peut avoir aussi un ictère au cours de la cirrhose. L'ictère au cours de la cirrhose aussi peut avoir plusieurs étiologies, mais si on a tout éliminé, toutes les étiologies que je viens de citer, il peut s'agir d'un ictère qui est en rapport avec l'insuffisance hépatocellulaire, c'est-à-dire on est en stade terminal de la cirrhose, et quand un patient qui a une cirrhose, qui a une insuffisance hépatocellulaire et qui fait un ictère qui n'est pas du tout expliqué, c'est un signe de très mauvais pronostic, c'est un signe péjoratif. Le foie cardiaque aigu, donc on peut avoir un ictère. Là, c'est facile, le tableau est dominé par la pathologie cardiaque, c'est facile de faire le diagnostic. On a une turgescence des jugulaires, une dyspnée, on fait un échodoppler, on va trouver des veines sushépatiques qui sont dilatées. Là, le diagnostic, il est facile, il ne prête pas confusion. Alors, ça bloque à chaque fois. Je termine par les ictères à bilirubine conjugués. Donc, c'est des ictères héréditaires. Au fait, c'est des ictères mixtes à prédominance conjuguée. Il faut savoir que ces ictères sont de très bons pronostics. Ça ne nécessite pas de traitement. C'est essentiellement deux pathologies, le syndrome de Dubin-Johnson et le syndrome de Rotor. Il faut savoir quand même que c'est rare. Moi, dans mon expérience, j'ai vu une fois un syndrome de Dubin-Johnson et là, récemment, il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois, un syndrome de Rotor. Donc, ça reste quand même des pathologies qui sont rares. Donc, c'est des sujets qui sont jeunes, qui font de l'ictère. Et cet ictère, il est isolé. Il n'y a pas d'autres anomalies. Le bilan hépatique est normal, il n'y a pas d'anémie, etc. Par exemple, pour le Dubin-Johnson, il est souvent révélé par certaines circonstances, par exemple la grossesse, la prise de contraceptifs oraux, les infections. Donc, on explore, on fait tout le bilan habituel de l'ictère. On peut être amené à faire une biopsie hépatique. Et quand on fait la biopsie, normalement, quand on prélève une carotte hépatique, un fragment de biopsie hépatique, la coloration, elle est jaunâtre, orangée. C'est pour ça, ça rappelle un peu la carotte, c'est pour ça qu'on appelle carotte hépatique. Dans ce cas-là, quand on fait la biopsie hépatique, le fragment, il est noirâtre. Et il est en rapport avec le dépôt de pigments biliaires au niveau du foie. Et quand je vous ai dit tout à l'heure, le pronostic, il est très bon, il ne nécessite pas de traitement. Le syndrome de Rotor, pareil, il est en rapport avec un défaut de stockage de la bilirubine au niveau du foie. Je ne vous ai pas dit, pour le Dubin-Johnson, c'est un défaut d'excrétion d'excrétion biliaire, donc de la bilirubine conjuguée. Et le syndrome de Rotor, c'est un défaut de stockage hépatique de la bilirubine conjuguée. Dans ce cas-là, la biopsie, elle est normale. Il n'y a pas de pigment biliaire. La coloration du fragment, il est normal. Et le pronostic, il est bon. Je pense que c'est la dernière plaque, c'est la conclusion. Voilà. Donc, au fait, le but de ce cours, c'est de vous donner les étapes, les fils conducteurs, le raisonnement quand vous avez un patient qui a un ictère. Vous avez vu pratiquement que ça englobe pratiquement tout le module d'hépato et votre prochain module d'hématologie. Et je ne pouvais pas bien sûr faire dans ce cours détailler toutes les pathologies. Je pense que certains, vous les avez déjà fait. D'autres cours seront faits ultérieurement et vous aurez plus de détails. Mais ce que je veux vous transmettre, c'est comment raisonner devant un ictère, l'interrogatoire, l'examen clinique,
typez l'ictère, bilirubine libre, bilirubine conjuguée. Bilirubine conjuguée, commencez par faire une échographie, dilatation des voies biliaires, pas dilatation des voies biliaires. Et au fait, c'est comme des tiroirs. À chaque fois que vous avancez, vous allez se faire sortir le tiroir concerné et donc le raisonnement, il est clair. Vous allez aboutir à un diagnostic plus rapidement et surtout, ne pas faire des examens complémentaires à tort et à travers inutilement. Voilà, on va voir les questions, donc attendez. Alors, première question, dans les ictères héréditaires, le tout est normal, le patient se plaint seulement de l'ictère. Oui, essentiellement dans la maladie de... Il faut que je clique réponse en direct. Oui, c'est mort. Donc oui, essentiellement, il faut savoir que dans la maladie de Gilbert, tout est normal. Il y a juste l'ictère conjonctival. En plus, dans certaines circonstances, quand il y a par exemple un patient, un jeune homme par exemple fait un footing pendant le ramadan, etc., il va remarquer juste que ses yeux ici sont devenus un peu jaunâtres et ça s'arrête là. S'il fait le bilan, il n'y a pas d'anémie, le bilan hépatique est normal, l'échographie est normale, voilà, il n'y a pas d'autres symptômes. C'est un ictère isolé. S'il y a de l'anémie, ce n'est pas une maladie de Gilbert, il faut chercher plutôt l'hémolyse. Alors, est-ce que, je disais quoi? Est-ce qu'une pancréatite aiguë peut s'associer aux douleurs de type pancréatique à un ictère? C'est très rare quand même, c'est très rare. Alors, pour que le pancréas comprime la voie biliaire, il faut que le volume, il faut que la tête soit bien augmentée de taille pour arriver à comprimer les voies biliaires. Ça reste quand même rare. Par contre, une pancréatite aiguë, si on a une lithiase qui, en dehors de la lithiase qui est passée, provoquée par exemple une pancréatite aiguë, si on a un gros calcul qui comprime les voies biliaires, peut donner un ictère. Ensuite, professeur, vous avez passé 2 plaques quand il y avait la coupure. Ah bon? Après la plaque où c'est écrit les autres causes de cholestase extra-hépatique, pouvez-vous les refaire? Je pense que je l'ai détaillé, mais ce n'est pas grave, je vais la refaire. Donc, comme autres pathologies qui peuvent donner une cholestase extra-hépatique, on a les sténoses bénignes et on peut avoir des sténoses bénignes post-chirurgicales. Je vous ai dit tout à l'heure que, par exemple, un patient qui fait une chirurgie sur les voies sur, par exemple, la vésicule biliaire, on peut blesser la voie biliaire principale qui peut être à l'origine du sténose et donner un ictère. On peut avoir un ictère suite à une radiothérapie, suite à une chimiothérapie, suite à une ischémie, par exemple, quand par exemple il y a une atteinte des vaisseaux, etc., donc mauvaise irrigation des voies biliaires, etc. Les parasitoses, je vous ai dit tout à l'heure, on peut avoir par exemple des douves dans les voies biliaires qui peuvent gêner le passage de la bile et être à l'origine d'un ictère. Les cholangites sclérosantes primitives, je l'ai détaillé tout à l'heure. Secondaire, le meilleur exemple que je peux donner, c'est par exemple quand on fait une intervention sur un kyste hydatique, on utilise du formol. Ce formol peut donc irriter les voies biliaires et donner une cholangite sclérosante secondaire. Donc, on reprend les questions. La question, ictère persiste pour combien de temps après avoir enlevé la vésicule biliaire? Au fait, la vésicule, quand on a un problème sur la vésicule biliaire, on ne peut pas avoir de l'ictère. D'accord? Donc, on peut faire un ictère, on peut avoir quelques mois après, des années après, et ça serait en rapport le plus souvent avec une lithiase résiduelle au niveau de la voie biliaire principale. Mais une vésicule biliaire seule ne donne pas d'ictère. Ensuite, les causes de CSP, vous allez faire ça dans le cours, mais en gros, elle est primitive, il n'y a pas de cause.